Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 26 de C'est qui en pôle. On va parler du Grand Prix d'Argentine qui s'est tenu à Termas de Rio Hondo, deuxième rendez-vous de cette saison 2018. Comment ça va Steph en ce lundi soir ? Bien, ça va bien. J'ai fait par solidarité avec les coureurs une petite sortie bécane sous la pluie, hein, comme ça, ça m'a bien rappelé ce que c'était sur le mouillé. Hein. Des fois qu'on ne sache pas, ça glisse. Voilà. Bon, alors pour le numéro du numéro, c'était quand même très facile, hein, puisqu'on a notre ami Dani Pedrosa. Le genre idéal. Alors pour moi, je l'avais déjà dit, mais il est plus si idéal que ça depuis qu'il a battu Zarco à Valence l'année dernière. Mais bon, c'est comme ça, c'est vrai, la vie. C'est vrai. Dani est né en 85, très grosse carrière en course moto, donc 46 courses en 125, 17 podiums dont 8 victoires, 32 en 250, 24 podiums et 15 victoires. Et en MotoGP, alors j'ai vu 200 courses, mais ça doit être peut-être même un petit peu plus, avec surtout 112 podiums, 31 victoires, ce qui fait quand même un beau palmarès. Au niveau des titres, donc un titre en 125 en 2003 et 2 en 250, donc les 2 années suivantes, 2004 et 2005. Et donc en 2006, il va monter en MotoGP avec le HRC. Et ça a bien failli être, je dirais pas sa dernière saison, mais il a fait dès sa première année un coup d'éclat dans le mauvais sens, puisqu'il a failli faire perdre le titre à son coéquipier Nicky Hayden sur le circuit d'Estoril. Et moi c'est un petit peu à ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser de plus près au MotoGP, on va dire. Ouais, mais il se murmure que ça a donné... ça a motivé Yannone dans sa carrière. Ouais. Je crois, hein, en fait. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Hein. Alors oui, il va être quand même 3 fois vice-champion du monde en MotoGP, c'est-à-dire en 2007, 2010, 2012. Et il est chez Honda depuis son début de carrière en 125. Donc voilà, c'est une grosse fidélité. Hein. Ça va faire quand même maintenant un bon petit paquet d'années qu'il est au HRC. Bah, normalement, ouais. Là, il devrait avoir des congés d'ancienneté en plus. C'est bien possible. Ouais. Au bout de 15 ans de boîte, ouais, t'as des congés en plus et les RTT, tout ça, faut voir s'il a des alors, stocks. Oui, alors c'est une personnalité quand même assez discrète. Il l'a encore prouvé ce week-end. J'ai un peu l'impression qu'il est toujours dans les mauvais coups. Étant donné qu'il est quand même assez petit, dès qu'il chute, il se blesse et il a été quand même souvent blessé. Moi, je me rappelle surtout d'un gros high side qu'il avait pris quand Marquez lui avait déconnecté son capteur de couple de roue arrière, où quand il a remis la patate en sortie de virage, il a volé, mais comme c'était pas possible. Enfin voilà, moi j'ai l'impression que oui, c'est l'éternel numéro 2, hein. Il a été derrière Hayden, après il a été derrière Stoner, et là maintenant il est derrière Marquez. Donc à chaque fois que les leaders entre guillemets ont quitté le HRC, on s'est dit c'est peut-être l'année Pedrosa, puisque le nouveau il va peut-être pas avoir aussi de facilité, ça va peut-être pas être aussi facile pour lui de se faire à la moto, donc peut-être que Pedrosa va en profiter pour prendre un titre ou prendre un petit peu la place de leader, et ça s'est jamais fait. Pour Marquez par exemple, c'est un peu Scottie Pippen pour Jordan, quoi. T'as beau être excellent, si t'as un maboule, pas un maboule, mais quelqu'un qui est maboulement bon, t'as juste l'air normal. Ce qui dans ces cas-là est frustrant, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il est un peu on-off comme pilote, parce qu'il y a certaines courses qu'il va gagner dernièrement, ces dernières années, quand même avec les dents, c'est-à-dire qu'il va revenir du paquet, il va passer, et il y a d'autres courses, au contraire, où il se fait manger. C'est-à-dire que on se demande s'ils sont pas deux, comme dans Bienvenue à Gattaca, tu sais, t'as le Pedrosa qui défonce tout, et t'as le Pedrosa qui se fait croquer. Donc ça, c'est assez déstabilisant. Ouais, il est pas aussi régulier que peuvent l'être d'autres pilotes, quoi. Et par ailleurs, il y a aussi le signe indien. Moi, j'ai toujours cette image. Alors, c'est peut-être que dans mon inconscient, mais j'ai l'impression que dès qu'il se fait talonner, il vit pas bien cette pression-là, en fait, et il se fait croquer par Rossi ou d'autres. Parce que je veux dire, ça va pas être le mec, tu me passes, il va avoir du mal à s'accrocher. Ah mince. Ouais. Sachant que c'est quand même un très grand champion, ce que je suis en train de te dire du haut de mes 2 chutes en 2 sessions de piste, quoi. Vu du canapé, c'est l'impression que ça donne. Après, pour la suite de la carrière, on va voir ce que ça va donner, puisque au HRC, donc Marquez a déjà re-signé.
Il y a pas mal de noms qui circulent donc pour le deuxième pilote. Donc Pedrosa, il y a 2 ans, il y avait eu la grosse rumeur Yamaha, mais pour les quelques motos qui restent en équipe usine, c'est la folie furieuse des rumeurs. Donc c'est assez... on verra bien ce qu'il fera. Quoi dire ? Par quoi commencer ? Déjà, on va commencer par ce qui s'est dit un petit peu avant le Grand Prix ou en marge du week-end. Alors, off-piste, on va dire une petite déclaration de Lorenzo qui a fait du bruit, qui se plaignait... Oui, Lorenzo fragile. Qui se plaignait donc Dovizioso lui mine le moral depuis... Alors, lui mine le moral depuis le début de sa carrière. Moi, ça m'a laissé quand même dubitatif, hormis le grotesque de la déclaration. Enfin, je l'estime grotesque. Je sais pas ce que tu en as pensé. C'est depuis le début de sa carrière. Alors, il faudrait peut-être qu'il amène du biscuit. Parce que, je sais pas, est-ce qu'il y a des stories qu'on connaît pas? Est-ce qu'il lui a planqué son caleçon pendant qu'ils étaient en sortie de mer à l'école? Enfin, ils sont pas dans la... Non, mais ils étaient pas dans le même pays, donc ils ont pas été dans la même école. Non, ouais, ou il lui a pris son flambi à la cantoche. Non, je sais pas, honnêtement. Voilà, moi, c'est ça qui m'a le plus étonné. Après, voilà, on va essayer aussi de replacer un petit peu dans le contexte, puisque ça c'est sorti... Enfin, la petite phrase est sortie, je crois, vendredi. Assez vite, samedi, il y a eu... pas un démenti, mais comme quoi, justement, la phrase est sortie du contexte. Donc, forcément... Ouais, j'imagine quand tu sors aussi, ouais. Parce que depuis le début de sa carrière, quand tu sors une phrase d'une interview qui peut être de 10-15 minutes, forcément, c'est sorti du contexte. Ouais, ça, c'est évident. Après, donc le contexte, on va l'avoir un jour ou l'autre. Je pense qu'on va l'avoir assez vite par ce que ça a été donné à Movistar. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit hors contexte ou pas, la phrase, elle a été dite comme ça. Et quand tu dis le mec il m'a miné le moral, bon, faut voir ce qu'a fait Dovi en MotoGP depuis son début de carrière. Il a quand même une construction beaucoup plus lente et on va dire derrière le rideau. Voilà, qu'un Lorenzo. Et que Lorenzo vienne dire le mec il m'a pourri ma carrière, je comprends pas quoi. Et par ailleurs, ouais, c'est pour moi tout ça. Alors c'est peut-être pas lié, mais c'est sur fond de, tu sais, la grande renégo à la baisse du 4, parce qu'en gros ils estiment qu'ils ont une enveloppe de 8 millions pour 2 et qu'il n'est pas question que Dovi soit moins payé que Lorenzo, donc il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'équations dans sa vie pour comprendre que Lorenzo risque de passer de 10-12 à 4. Bah ouais, mais bon... je te fais juste les calculs. Hein. Après, il y a peut-être pas que ça. Certainement pas que ça. Hein. Mais il est peut-être ronchon de ce point de vue. Bon, bah oui, mais de toute façon, ça change pas. C'est un petit peu son caractère. Hein. Oui. Pour le coup, c'est une constante. Et tu sais que je m'étais retenu de foutre de sa gueule sur les derniers podcasts, mais là, il amène de l'essence Zippo sur le barbecue. J'y peux rien. Je peux juste me foutre de lui. Après, moi, j'ai eu un petit peu la même réaction que toi. Parce qu'en fin de saison dernière, quand même, moi, je voyais beaucoup d'espoir dans ce qu'il avait fait, dans ce qu'il était en train de construire, justement. Oui, déjà, il faisait le dos rond, il était relativement corporate. Oui, il a applaudi le podium de Dovi, il avait même les victoires. Voilà, bon. Après, il y a aussi, hormis les négos salariales qui sont un problème, il y a cette espèce de psychodrame qui n'intéresse que lui, et nous, parce qu'on peut dire du mal, de son soi-disant coach qu'il a viré au bout d'une course. Ouais. Bon, comme je disais récemment, son absence de sérénité passe pour de la fébrilité, et c'est le cas. Hein. Carrément. Alors dans le divers, on va passer au super sport parce qu'il y a eu deux nouvelles quand même importantes entre les courses, puisque Kenan Sofuoglu pour le Grand Prix de Thaïlande a été forfait. Ça s'est tenu fin mars. Bon, on en reparlera un petit peu plus tard dans le point Frenchy sur ce qui s'est passé. Et autre info, c'est pareil, Mike Di Meglio qui va donc ne pas continuer la saison avec le GMT en super sport et qui va se focaliser sur l'endurance, parce que bon, les 2 premières courses n'ont pas été très très bonnes, donc il y a eu une décision de se focaliser sur l'endurance, mais le GMT va quand même finir la saison. On passe à l'Argentine avec les essais, les grilles. En Moto 3, donc on a eu une FP1 où il y a eu le petit pétage de câble de la première séance. J'ai pas pu suivre tout ce que j'ai voulu, mais j'ai vu dans les highlights qui sont donnés sur Eurosport, j'ai vu cette espèce de carton petit Aaron Canet qui a fait un truc sorti de nulle part. Alors il n'y a pas eu de sanction, c'était sur
avec Makar Yurchenko, kazakh, pilote qui vient du Kazakhstan. Et bah ouais, voilà. Donc il s'est passé un petit quelque chose dans les courbes qui ont précédé l'accrochage. Canet est pas très très content et bon bah voilà. Après il y a eu harponnage en règle, on va dire. Mais bon, pas de sanction, fait de course. Ouais, moi je trouvais que c'était assez comment dire. Enfin ouais, fait de FP1. Ouais, c'était bon, ouais. On va dire mais bon, c'est comme ça. Alors, en Moto 3, on a Arbolino en pole devant Bezzecchi et Rodrigo, suivi de Norodin Bastianini et Di Gianantonio, et en troisième ligne, Antonelli, Canet et Martin. En Moto 2, on a eu une super pole position de Viré, qui va être accompagné de Baldassari Kent, qui montre la speed-up, on va dire, assez haut sur la grille. Pasini, Navarro et Loves en deuxième ligne, Oliveira, Marquez et Gardner en troisième ligne. Quartararo et Danilo sont loin, 28e et 29e. Tu nous parles un petit peu du MotoGP, Steph ? Les qualifs ? Absolument. Déjà, on peut revenir sur le fait que ça a encore été une de ces courses où la FP1 était pas si anodine que ça parce que c'est couru sur le sec. Et que ça a beaucoup conditionné les Q1 et Q2 à venir. Donc dans la fameuse Q1, il y avait du beau monde, notamment les deux Ducati officiels de Dovi et Lorenzo. Et longtemps, pendant la Q1, Lorenzo et Dovi ont été premiers et deux. Et puis, ce diable d'Espargaro nous a fait un mini-time en claquant la meilleure temps de la Q1. Et alors j'ai ricané. Parce que, alors, il ne faut pas faire ce que les Allemands appellent de la Schadenfreude, de se réjouir du malheur des autres, mais je voulais juste voir la tronche de Lorenzo en retour au box, qui nous a fait une Vignales. Il nous a fait une pépé, et c'est-à-dire qu'il est rentré dans le box, il a secoué sa tête, il a acheté ses gants qu'il voulait les attraper, et puis il est allé dans son motorhome refaire le truc sur PlayStation, j'imagine, pour voir un peu où il avait merdé. Mais non, trêve de plaisanterie, et je m'acharne sur lui juste parce que c'est un peu du bitching, mais le père Charpentier sur Eurosport faisait remarquer quand même qu'il y avait quand même un problème de chrono, au sens où Espargaro a bien explosé le truc, et donc c'était pas le coup de pas de chance. C'est-à-dire que Lorenzo il a fait des tours, il a eu un chrono, et c'est juste Espargaro qui l'a battu, c'est pas Lorenzo qui a perdu, tu vois ce que je veux dire. Et on est loin du début de la dernière année où il faisait 15 en qualif et il se faisait défoncer par le team manager. Bah, le résultat est le même, puisqu'il partira 14e. Alors, sur une piste qui ressemble un peu à du marbre, à savoir à du noir et du blanc, du sec et des flaques d'eau, enfin des piscines, quoi. Il y avait des virages qui étaient des piscines et d'autres qui étaient sèches. Il y a ce renard de Jack Miller qui va tenter les slicks, parce que d'une part il est barge et d'autre part il le peut. Donc, mais c'est vrai qu'il y avait une trace sèche, mais même dans la trace sèche, il y a deux virages, je crois, vers la fin. Je sais pas si c'est 7-8, mais où il y avait quelques millimètres d'eau. Donc avec des slicks, on sait que ce n'est pas jouable. Bah si, parce que, comme il l'a dit après en conférence de presse, c'est plus lui qui pilotait, il y avait la moto et il fallait qu'il reste dessus. Et t'as vu les images comme moi, il s'est fait 9 dixièmes de high side, la moto à 90 degrés quasiment, et quand ça a raccroché, pour une raison que j'ignore, ça a pas high sidé, et il a fait dans ce tour-là, je crois, le chrono de la pole. Parce qu'il avait dû avoir 2 ou 3 secondes d'avance avant la piscine, et il a perdu qu'une seconde et demie. 2 secondes et un peu moins dans ces deux virages de la mort. Mais il était vraiment, quand on dit limite, c'est pas galvaudé. Et d'ailleurs, je crois que Marquez est sorti avec des slicks, mais il a un peu fait de chicken, pourtant c'est Marquez, et 2 tours après, il est rentré, il a pas tenté de faire ce qu'a fait Miller. Tu as Miller qui devance Pedrosa, toujours pareil, je me souvenais même plus qu'il était en première ligne. Pedrosa. Mais tu vois c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le genre idéal, il se fait bolosser quand même parce qu'on se souvient même pas qu'il a fait 2. Et je me souviens surtout que Zarco était en première ligne, ça évidemment, Cocorico, tout ça. Rabat pour qui c'était un beau week-end en fait, parce que Rabat il est pas souvent à la fête. Et Rins, c'est pas une surprise, mais c'est une belle, ça reste une surprise, mais c'est une confirmation de tout le bien qu'on en pensait.
Et Marquez qui finit par faire 6ème, donc c'est presque la loose pour lui, par rapport à ce qu'il avait montré jusqu'alors. Et puis tout ça, ça a fait perdre des stickers à plein de gens, parce que tout le monde a répondu Marquez. On en reparle à la fin. Même les aficionados de Rossi, on les a repérés, ils sont fichés maintenant. Fichier S, comme salopard. Après, suivent Aleix Espargaro, Dovi dans le ventre mou, si on peut dire, et Viñales en 3e ligne. Mais ouais, Miller c'est Miller. Et c'est un ami de la pluie, parce qu'on se souvient que sa victoire, parce qu'il en a une, n'oublions pas, de mémoire, c'était dans des conditions dantesques. À base de flotte, et c'est celui qui a pas peur. Oui. Et puis là, il a montré encore, on le verra encore plus en course. Mais oui, ce qu'il a tenté, après c'est toujours pareil, hein, quand tu tentes et que ça passe pas, je dirais pas que t'as l'air d'un con, mais... De 0 mais là, il a fait un pari... puis il l'a passé en faisant un super tour. Comme tu le disais, il n'y avait pas grand monde pour le tenter, hein, et lui il l'a tenté et il le réussit, et c'est super chouette. Si je devais oser une remarque un peu malicieuse, c'est quelqu'un qui, pour son arrivée dans un team Ducati, fait le job. Excusez-moi. C'est petit, voilà. Oui, enfin je dis ça, mais Rossi a aussi un peu loosé dans ces 2 années Ducati, donc je suis aussi autorisé à la faire. Bon, on va passer vite aux courses. Yes. Donc on va passer à la course Moto 3. Donc Martin, lui, c'est aussi essayé à ça. Il tente la même. Donc après le tour de chauffe, il est repassé au stand pour chausser des slicks. Il s'est dit ça va peut-être le faire, donc il repart bien derrière la meute, parce que les mécanos avaient quand même besoin d'un petit peu de temps pour changer les 2 roues. Alors dans le groupe de tête, on a Bezzecchi, Bastianini, Rodrigo, Di Gianantonio. Alors Suzuki va chuter dans le premier tour. Sur la piste, la trajectoire commence à sécher, donc ça commence à avoir un petit peu plus de place pour se mettre à hauteur et tenter les dépassements. Donc Yurchenko chute à son tour, il va repartir, mais trop loin du paquet. Et Canet va se replacer un petit peu, donc petit à petit il va remonter à la 4e place. On va avoir Antonelli, Foggia, Dalla Porta, qui sont pas très très loin du groupe de tête. On retrouve un petit peu toujours les mêmes dans le bon paquet. Mazia est aussi dans le coup. Alors il pleut pas, donc les conditions s'aggravent pas, mais la trajectoire reste quand même bien piégeuse, et le pari de Martin va se révéler quand même très très difficile, parce que même s'il roule sur un rythme supérieur au reste, il a quand même beaucoup de retard, et compte tenu du nivellement des performances quand même en Moto 3, le gap est pas assez important pour qu'il puisse recoller. Et devant, donc Bezzecchi va se détacher petit à petit. Alors ça bouge pas trop, hein, parce que justement compte tenu des conditions de piste, on va dire la largeur sèche est quand même pas non plus énorme. Et surtout Bezzecchi, il va se détacher quand même assez nettement, puisqu'il va prendre 7 secondes d'avance sur Mazia, Canet, Di Gianantonio et Norodine, qui essayent de chasser, mais ils sont quand même un petit peu plus loin. Alors ça va s'échanger quelques places, mais ça roule quand même assez propre, justement en faisant gaffe de ne pas aller sur le mouillé. Alors il va y avoir Binder et Foggia qui vont chuter à une intervalle assez courte l'une de l'autre. Mazia va tenter de passer Di Gianantonio, bon ça va fermer la porte, et Mazia va chuter. Et donc Bezzecchi va s'imposer assez largement devant Canet et Di Gianantonio. Bastianini fait 4, Norodine 5, Lopez 6. Martin fait quand même 11, donc malgré son pari risqué de courir en slick. Il s'est passé à la fois trop de choses et pas assez. Enfin, j'étais juste embêté pour Mazia en fait, parce que c'est mon chouchou depuis l'année dernière où il avait fait sa pige et qu'il avait un peu bluffé tout le monde. Moi, j'étais... pas dire que je suis fan, attention. Tu suis quand même, tu suis le bonhomme, tu vas voir où il va aller, quoi. Le bonhomme, enfin, je suis le bonhomme. Et je vois que ça ne lui a pas souri. Mais c'est quand même ce qu'on va appeler un week-end à la con, parce que c'était ni très humide, ni sec. Parce que je veux dire, j'ai préféré le Japon l'année dernière, avec 1 mètre de flotte partout. Même si j'ai peur conditions sur la flotte, hein. Mais là, on le verra après, lors de la course MotoGP, c'est un peu de la roulette russe.
J'aime moins ça. Et bon, c'est comme ça. On va parler donc des Moto 2, où on va avoir Baldassari, Vierret et Oliveira qui vont partir fort avec Pasini, Marquez, Loves qui sont dans le coup pas très loin derrière. Binder va chuter assez tôt, il a tapé l'arrière en fait de Navarro. Donc il va taper quand même assez fort, il va lui mettre le pot d'échappement à 90 degrés. Donc ça va être quand même assez... Tu parles de la moto là? Oui. Oui, on parle de la moto. Ok. Bien sûr. On a Pasini qui va prendre la tête et Vierret qui va se faire une très très grosse chaleur, qui va manquer donc de se prendre un gros high side en allant un petit peu sur le mouillé. On a Oliveira pas loin, Baldassari dans la roue et donc Vierret, suite à son petit écart, va passer 4, suivi de Marquez, Gardner et Egerter. Donc ça roule toujours dans la trajectoire sèche. À chaque fois qu'il y a un petit écart, il y a grosse chaleur, donc forcément ça roule très très discipliné. Vierret commence à remonter fort, donc depuis sa 4e place. Pasini, Oliveira et Baldassari sont toujours devant lui. Alors Vierret va remonter 2 à 5 tours de l'arrivée. Il est vraiment bien et il creuse un petit écart avec Pasini sur Oliveira. Alors Oliveira va faire un effort pour recoller sur la fin de course. On va avoir Pasini quand même qui va être difficile à aller chercher en tête. Et donc il va s'imposer devant Vierret et Oliveira. Donc avec Baldassari, Marquez et Gardner qui font 4, 5, 6. Et Mir surtout qui fait 7 pour un rookie. Donc dans des conditions comme ça, c'est une super belle course. Et Egerter et Bagnaia qui font 8 et 9. Côté Frenchie, on a Quartararo qui fait 22 et Danilo, je crois qu'il n'a pas terminé le premier tour, il a eu un souci mécanique, je suis pas sûr à 100%. Et donc après on arrive au gros bordel du week-end. Alors là, moi c'est musique de Ben Hill, en fait c'est ce que j'ai pensé, surtout quand je les ai vus tous se barrer, parce que bon, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, faut quand même savoir que Miller nous fait une Miller, à savoir qu'il part en slick. Enfin, il se pointe sur la grille avec des slicks. Vu la tronche de la piste, comme tu l'as souligné, il y a, comme au ski de fond, une espèce de rail sec qu'il faut suivre. Tout le reste, c'est mouillé. Donc, en gros, t'es quasiment sûr de te la mettre, en slick comme ça. Et tout le monde, y compris Zarco, il y a une interview en début de grille, sur la grille, t'as Vanessa Guerra qui va le voir et puis lui dit oui, je vois que Miller a mis des slicks, mais aujourd'hui on est incapable de prédire les choses et la seule chose qu'on est capable de prédire, c'est que il y a vraiment des chances de s'éclater la tête en mettant les slicks, donc moi je pars en pluie, c'est un choix. Et alors 10 secondes après, tout le monde, enfin ça commence déjà, il y a un effet panique comme à la bourse en fait. Comme à la bourse quand quelqu'un commence à revendre une action d'un truc. Ouais. Non, j'achète mes slicks. Et là, je revends mes pluies surtout. Tout le monde a commencé à revendre ses pluies. Une machine, deux machines, bon, oui, why not? C'est-à-dire que oui, il y a des pilotes qui vont faire un coup. Et après, dans la minute, littéralement, tout le monde, et tu voyais les vues de loin. Je suppose que tu as vu les mêmes choses que moi. Le réalisateur, il y en a. Surtout, j'ai vu celui qui bougeait pas, quoi. Tout le monde qui court, ouais. Et le Jack Miller, le Jackass, il regarde ça, ou il regarde ou pas, mais en tout cas, ils se barrent tous dans les stands. Et là, tout le monde est sûr que, vu que le règlement s'applique normalement, tout le monde doit partir des stands. Comme ce fut le cas au Sachsenring, il y a quelques années, je saurais plus te dire quand. Et pour le coup, il y a un truc un peu dégueulasse qui se passe. C'est qu'invoquant des raisons de sécurité, c'est pas impossible d'ailleurs, qui suis-je pour dire, il est plutôt décidé de retarder la course, parce que le Sachsenring a fait jurisprudence, c'est ce que je lisais aujourd'hui dans les débriefs, c'est que quand ils ont vu la boucherie que ça pouvait être de faire partir tout le paddock sauf un des stands, imagine, premier goulot d'étranglement, c'est pire que le péage de Saint-Arnaud, et avec garde des morts, c'est quasiment obligé. T'as qu'à voir comment s'est passée la course. T'imagines la même chose dans 1 mètre carré pour faire passer la sortie des stands, c'est pas fait pour faire partir 23 mecs, ça c'est évident. Surtout dans l'état d'esprit dans lequel ils en sont pas, tu sais, comme un peu les Anglais tirés en premier. Non, c'est niet. Donc ce qui a été appliqué, c'est de faire partir les mecs de 100 mètres ou 200 mètres plus loin que ceux qui n'ont pas bougé de la grille. Alors pourquoi je dis ça?
c'est que je crois que c'est ce bon Karel qui était parti en slick aussi. Enfin, qui était parti en slick, qui voulait partir en slick. Il est aussi re-rentré. Lui, soit pour pépin mécanique, soit parce qu'il justement, il s'est dit, ah bah non, finalement, il est plus. Et C'est moche. la réflexion, c'était que si Abraham était resté en grille, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient démarré le virage, comme en 400 mètres. Ouais, c'est ça. Donc, ça aurait pas forcément été beaucoup mieux que la sortie des stands. Donc, parce qu'en plus, attends, je vais peut-être faire une réflexion de débile, mais quand tu pars des stands, tu pars à 80 à l'heure, tout le monde. Bah non, tu mets tout le monde. En fait, la limite de 80, elle est jusqu'à la petite ligne blanche. La fin des 80. Et après la ligne blanche, ils seraient tous de la fin des 80. Mais il n'y a pas la place pour 20 mecs de front. Ils les auraient rangés dans l'ordre de la grille. En ordre de pagaille, comme ça s'était fait. Ils ont préféré. Voilà, c'était n'importe quoi. Alors, en fait, oui. Donc, moi, pour te donner mon point de vue sur ce point-là, alors, effectivement, il y a un problème de sécurité, même 2 problèmes de sécurité. Le premier, celui dont tu as parlé, faire partir 23 mecs des stands, c'est pas possible. Et aussi, par extension, faire partir 23 mecs en pluie qui vont se dire, bah, dès que la pit lane est ouverte, on va rentrer et on va swapper la bécane, parce que c'est clair que les 23 mecs seraient rentrés dès le 2e tour, c'est-à-dire dès que la pit lane était ouverte pour changer, et ça aurait été le carnage avec en plus des mécanos dedans. Donc de toute façon, la décision de remettre tout le monde en grille, c'était la bonne. La mauvaise, c'était de ne pas donner un avantage plus conséquent à Miller. Mais moi, je pense que d'un point de vue sécurité, la décision se tient. Mais d'un point de vue, on va dire, fair play sportif, et de régularité vis-à-vis de Miller, l'avantage qu'il a, il n'est pas suffisant. Après, il y a eu 400 000 idées très bonnes et aussi mauvaises sur ça. Mais de toute façon, c'était clair. Enfin, quand il réfléchit après coup, tu peux pas partir à 23 des stands et tu peux pas faire changer 23 mecs. Ah non, moi, dans mon ciboulot de piaf, j'ai pas de bonne solution à te proposer. C'était juste qu'en tant que spectateur, j'étais un petit peu. Ah, mais ça a foutu le bordel, c'est clair. Enfin, ça fait des très belles photos. Hein. Aussi. Ouais. Ah oui, c'est ça. Et alors, si t'avais besoin d'encore plus de photos rigolotes, t'as marqué ce qui s'est pris pour moi, en ce sens où il a calé, parce que bon, moi avec mon Dell, c'est pas rare que comme je roule le peinard sur le couple, pouf, tiens, des fois ça cale. Et tu sais, quand t'es au milieu des fils au feu rouge et que tu vas être le premier à partir et que t'as les camtars qui partent le long de toi comme ça, là il s'est fait un calage, et comme on sait que ces motos-là, ça n'a pas de démarreur, donc ça se démarre à la poussette. Hein. Et ce faisant, en fait, il a transgressé une règle qui veut que quand tu cales, tu lèves le bras et tu pars depuis les stands, si je me trompe pas. Hein, c'est ça l'idée. Donc là, vu qu'il avait 100 mètres devant lui, il a fait un démarrage à la poussette et il allait se ranger plus ou moins sagement à son poste. Ça m'a permis de voir qu'il pourrait se recycler dans une concesse parce qu'il manie vachement bien. C'est super chiant à manier, en fait, les motos, à leur faire des demi-tours à des créneaux. Ah mais ça, pour le coup, il m'a épaté. Hein, respect quand même. Ouais. Le tout en combi avec des bottes. Non, franchement, respect. Il manquait plus qu'à faire le tour de la truc sur la béquille comme une toupie, mais ils ont pas de béquille. Donc, il y a eu ça qui était, et en plus, il s'est remis sur son slot, sur son slot, mais c'est les feux rouges, ils sont éteints 2 secondes après, quoi. Donc, niveau cardio, là, il était déjà à 200. Peut-être ça a joué un rôle. Et dans le premier tour, il y a déjà le premier fait de course, quand même. Parce que t'as Marquez qui passe Pedrosa. Donc Miller, pendant ce temps, enfin, n'oublions pas que Miller a été devant, hein. Mais derrière ce Miller qui a 200 mètres d'avance, t'as Marquez qui passe, Pedrosa, Zarco. Et très tôt, Zarco fait un inter mi-sale, mi-propre. C'est-à-dire que sur du sec, ça aurait été propre. Alors, il y a eu beaucoup de discussions aussi sur le sujet. C'était une Zarco, c'est-à-dire que, bon, je suis là, je te prends l'inter, ta gueule. Sauf que, comme Pedrosa, il s'écarte, il va sur le mouillé, mais qui veut, a priori, pas trop se laisser distancer, voire repasser tout de suite, il ouvre, high side. Voilà. Et il finit en bimadome Michelin parce que son airbag a fonctionné. Tant mieux pour lui, enfin, pour sa santé. Mais voilà, il y a ça qui fait pas plaisir à voir parce que
étant fan de Zarco, je peux quand même reconnaître qu'il est à l'origine directe de la chute de l'infortuné Pedrosa. Je suis 50-50 là-dessus. Hein. C'est-à-dire que je sais pas ce que toi tu en as pensé en le voyant. Je te parle en le voyant parce qu'après en réfléchissant tu dis toujours oui mais ça passait, oui mais c'est clean. Mais en le voyant, je me suis dit ah quand même. Ouais, c'est autoritaire, mais on en reviendra après. Voilà, autoritaire. Oui, bien sûr. C'est autoritaire, mais bon, il prend l'inter et il place sa moto. Il met sa moto là où il y a de la place. Oui, il y a de la place. Il y a de la place. Voilà. Il invente pas une place. Exactement. Il invente pas une place. Et la chute de Pedrosa, elle est dans le début du virage. Bah voilà, comme tu l'as dit, il remet un peu trop fort, un peu trop tôt. C'est pas un assassinat. Et puis bon. C'est pas un assassinat. Mais on se souvient que par exemple, Pedrosa avait assassiné Crutchlow en arrivant de très loin derrière, un Grand Prix d'il y a 1 an ou 2. Donc bon. C'est pas une histoire de karma ou quoi, mais c'est-à-dire que c'est des choses ça peuvent arriver. La preuve. Ça arrive plus à certains cas d'autres. Donc ouais, c'est possible, ouais, faut voir. En parlant du loup, Marquez va prendre la tête de la course. Alors, il y a des trucs que j'aime pas, comme Iannone qui passe Rossi, parce qu'il y a certains jaunes que j'aime mieux voir devant d'autres jaunes. Hein, c'est-à-dire que la copie a dépassé le master. Et Dovi, il rame un peu, ainsi que Vignales, mais on verra que Vignales après se refait la cerise. Mais assez tôt quand même dans la course, parce qu'il reste 19 tours à courir sur les 20. 4, ouais, ils étaient partis pour 4, je crois. Marquez est informé qu'il doit faire un ride-through du fait de sa manœuvre sur la grille de départ. Ça équivaut à 30 secondes, hein, si on rebelote un peu tout. Donc il repart à 19e. Ensuite, Miller vend chèrement sa peau, hein, parce qu'il reste devant assez longtemps. Et ce faisant, on voit bien quand même que c'est chaud patate, hein, par rapport au mouillé. Ça reste, c'est pas comme au qualif, mais ça reste tendu quand même. Et ce qui fait que tu vois assez vite que les velléités de dépassement de certains sont temporisées par la monotrace sèche. Notamment Crutchlow, on y reviendra plus tard. Donc Marquez se fait une chevauchée fantastique parce que il bloque passe Espargaro. Donc dans le début de sa remontée, hein, c'était pour la 18e place, hein, c'était pas pour gagner le championnat. La manœuvre est pas belle du tout, effectivement. Alors il lève le bras, désolé mon pote, mais c'est un peu comme tu sais ceux qui quand il y a un stop mais qui mettent les 3/4 de leur voiture sur la chaussée, que t'es obligé de les laisser passer, après ils disent merci. Bah ouais mon gars, t'as forcé le passage, on a risqué le carton, mais tu peux me remercier, c'est pas cher. Donc voilà. Nouvelle sanction qui est quand même pas très lourde, vu qu'il doit juste rendre une position. D'ailleurs, j'apprends à ce moment-là de la course via les speakers, qui savent un peu ce qu'ils disent, parce que sur Eurosport il y a aussi le Pugnet, qui doit laisser une position, mais celle qu'il veut. C'est-à-dire qu'il peut remonter encore 4-5 Gugus et en relaisser passer un, pas celui qui l'a niqué en fait. Bon. Si, c'est pour ça qu'à un moment, il se fait Morbidelli, il le laisse il le relaisse passer et après il le repasse. Il tourne autour, quoi. C'est l'humiliation ultime. C'est comme un mec en supermote versus une sportive dans l'école de haute montagne, quoi. Et hop, vas-y, hop, j'en fais. Ou comme quand Borg faisait exprès de perdre un set à Roland Garros pour s'échauffer dans les premiers tours. Donc, on a toujours le gars Miller et Rins qui confirme ses belles prestations. Zarco, nous on est toujours avec notre petit drapeau français là, et puis notre baguette et notre béret, hein, notre canapé à l'encourager. Et Crutchlow qui reste, on a l'impression, et ça se confirme par la suite, que il attend. Il a pas envie de s'en mettre une. Et t'as donc ce fantastique fort là, Miller, Rins, Zarco, Crutchlow. Qui devance Dovi, Vignales et Rossi. Donc Vignales avait commencé à se faire une descente aux enfers dans le début de course, mais il s'est très vite repris. Alors Lorenzo, on l'avait plus à l'affichage parce que l'affichage il s'arrêtait à 20. 19, ouais. Je sais pas si ou à 19, des fois t'as pas tout le monde quoi. Et donc et il se tapait des 4-5 secondes autour moins bien que les leaders.
On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Je sais pas si toi, t'as eu du biscuit, hein, mais par ailleurs, vers la fin de la course, il était dans les temps des premiers. Donc, on sait pas trop s'il a changé, il a mis un mapping 8 ou il a resserré ses plaquettes à ce moment-là. Mais trêve de plaisanterie, ouais, c'était de la grosse contre-performance qui lui laissait à penser qu'il allait s'arrêter, quoi, parce que tu peux pas te prendre 4 secondes sans qu'il y ait un blême. Ouais. Je dois t'avouer que je me suis pas tellement inquiété de lui. Je m'en suis inquiété justement en tapant les notes, en préparant les notes, en regardant le GP. Au bout d'un moment, je me dis mais il est où? Et effectivement, tu le cherches et tu le vois pas. Et là, moi, je me suis inquiété pour pouvoir me foutre de sa gueule surtout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment. Ouais. C'est un bon client. Ouais. Non, donc pendant ce temps, Marquez continue à remonter. Et à un moment, il fait l'inter à 3-4 Gugus. Bon, chaud comme une baraque à frites, mais qui serait déjà enflammé, quoi. Ouais. La baraque à frites qui part en torche, quoi, sur une parking de l'Intermarché. Donc, Rins et Miller font un peu à toi à moi, parce qu'à un moment, Rins passe, sauf erreur de ma part, hein, j'ai pas marqué me trahit, hein. Rins est bref leader devant Miller, et t'as Crutchlow qui se colle au basque de Zarco, et à ce moment-là, Rins passe large, donc passe large, élargit un virage, pardon, et t'as une espèce de moment de flottement parce que t'as Zarco qui manque de pouvoir prendre la tête, mais en fait non. C'est quand même Miller, mais entre-temps, Crutchlow a doublé Zarco, donc il s'est passé un truc. Je crois que tout le monde était un peu surpris par ce qui arrivait à Rins, et celui qui a le moins halluciné, c'est Crutchlow, parce qu'il en profite pour passer Zarco. Et donc talonner Miller, qui est désormais premier. Honte ultime, truc qui m'a pas plu, sur ces entrefaits, Marquez passe Dovi, donc question championnat du monde, moi je commence à dire non, ça ne va pas. Mais juste parce que je suis pour Dovi. À ce moment-là, attention, faisons un peu de causalité, il ne s'est pas encore passé de choses. Je suis juste pour Dovi. Smith chute, j'allais même pas capter qu'il était encore sur 6 roues, malheureusement, pauvre homme. Mais Miller aussi, parce qu'on peut pas être un surhomme tout le week-end, élargit et se fait passer par la Dream Team des trois, là, Rins, dans l'ordre, Crutchlow, Zarco Rins, ouais. Zarco Rins. À ce moment-là, ce qu'on va pouvoir désormais appeler l'irréparable numéro 2 arrive, hein, parce que c'est 2015 le retour, là. Marquez fait un bloc pass qui vient de très très loin, quand même, j'estime, à Rossi. Et le sort, à savoir que ça fait élargir Rossi, évidemment, mais comme on en parlait récemment, il y a un moment, après le bitume, c'est de l'herbe. Et roue avant herbe égale carton, quoi. Il touche Rossi, donc qui tombe. Et il nous fait la même. Oh, oups, sorry. Il lève la main. Mais il y aurait un majeur de pointé, c'était la même. Tu vois, parce que ça peut pas être ressenti autrement. Déjà, moi je suis outré, mais je sens bien le shitstorm qui va s'installer après. Quand même, on est plus intéressé quand même par la suite de la course, parce qu'il y a le père Zarco qui peut un peu essayer de faire dans le money time, repasser Crutchlow. Alors on sent qu'il y a quelques reprises, il peut le faire, mais son ciboulot a fonctionné, et je pense qu'il a préféré faire 2 que chuter, voire yanoniser Crutchlow. Ouais. Donc il va. C'est ce que Poncharal aussi disait en interview après course. Il a dit à un moment, il arrêtait pas de gueuler dans son casque parce qu'il n'a pas la radio. Hein. De gueuler tout seul. Non, arrête, fais deux, parce qu'il voulait surtout pas qu'il se mette au tas. Ce qu'il a eu l'intelligence de faire, en fait. Donc contrairement à certains, quand ça passe pas, il y va pas. Crutchlow gagne. Avec Zarco quasiment dans sa roue, quoi. Hein. Et Rins, le très bon Rins, l'excellent Rins, c'est le non moins excellent Miller, quand même. Respect. On le disait tout à l'heure, un mec qui arrive chez Ducat, dès sa deuxième course, il fait grand bruit. Suivi du félon Marquez de Vignales qui, à l'instar de Dovi, tire bien ses marrons du feu, parce que 6 pour une course comme ça, Vignales 6, Dovi 7, c'est pas mal du tout. Rabat 8, yes. Petrucci 9. Alors Petrucci a été taxé d'Espargaro d'être pire que Marquez après la course.
Niveau contact, j'ai pas vu ce contact en question. On peut croire Espargaro, je sais pas quel serait l'intérêt qui pipote là-dessus. Et Rossi, lamentablement 19ème, mais c'est pas lui qui est en cause. Ben, les aftermaths et la shitstorm en question, juste côté course, bah, c'est que Marquez va prendre 30 secondes de pénalité, ce qui le ramène à la 18e place. Comme on le disait récemment quand on en parlait, c'est la lose-lose, puisque oui, il sort Rossi, mais ils finissent respectivement 19 et 18, donc par des points. Donc très beau podium, parce que il faut essayer de se focaliser sur ce qui est intéressant, savoir Crutchlow. Et ce qui m'a aussi intéressé, c'est que c'est le mix and match des motos, et que c'est pas les motos qu'on attend forcément toujours. Enfin, avec Zarco, on commence à voir qui met des taux là aux officiels, mais Crutchlow, c'est une Honda. Alors c'est une Honda usine, mais pas Repsol, hein, on va dire. Rins c'est Suzuki, et Miller c'est Ducati Pramac. Donc c'est un peu le Camoulox, quoi. Enfin, ce type de podium plus le 4ème, pour moi c'est le Camoulox. Et on n'oublie pas effectivement Ciarine qui fait 10, qui eu égard à son inexpérience, qui est pas un défaut, hein, mais son manque de pratique du GP, c'est une excellente chose. Parce que premièrement, il n'est pas tombé. Ouais. Et c'est sa deuxième course. Et deuxièmement, top 10, il est dans les points et pas qu'un peu. Donc, est-ce que tu nous parlerais de l'ambiance physionomiste videur de boîte? Ouais. Bah oui. Bah pour ceux qui n'ont pas vu, Marquez rentre au box, hein, donc pas de parc fermé vu qu'il est 5 ou 18 en fonction de la pénalité. Et donc il va au box Yamaha avec Alzamora et c'est Uccio, le vieux pote. C'est le garde du corps. C'est le vieux pote de Rossi qui va l'accueillir et lui demander de pas rentrer dans le box et de repartir avec Lynn Jarvis qui était pas loin derrière. Donc ouais, ça faisait un petit peu... c'était assez surréaliste de voir ça, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était... Ouais. Et Jarvis, d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un d'assez mesuré, je pense qu'on peut le dire. Et il y a une interview de lui que j'ai vue sur Eurosport. Alors tout le monde va croire que j'ai des actions chez Eurosport, c'est juste que c'est le seul moyen que j'ai de regarder MotoGP. Hein. Mais alors avec son flegme, je crois, il est pas britannique. Si, il est anglais. Nationalité. Ah, il est anglais, c'est pour ça. Avec un peu son flegme à la James Bond, il explique commission de sécurité, que c'est pas lui de décider, mais il espère que il y aura des sanctions, enfin des sanctions. Au moins un rappel à l'ordre. Il a dit tout le mal qu'il pensait de Marquez. Or, pour un Lynn Jarvis, ça veut dire 10 fois plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il s'exprime en disant qu'il est mécontent du comportement du Lascar, c'est vraiment qu'il il est derrière son pied. Parce que souviens-toi, de 2015, il avait tenté de faire le pompier. Après, en 2015, oui, c'était Rossi. Non, il y avait Rossi et il y avait ces deux pilotes qui étaient un petit peu pris dans la merde, on va dire. Voilà. Là, il y en a qu'un. Et bon, c'est pas le même contexte non plus, quoi. En 2015, je comprends qu'il ait besoin de tempérer parce que il a ces deux pilotes dedans, donc il peut pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Et là, non, mais je parle par rapport à Marquez. Oui. Par rapport aux agissements supposés ou quoi. Là, il a pas hésité à charger le Marquez de base, hein, donc un peu drama queen quand même, Rossi. Tu es d'accord avec moi, j'imagine, parce qu'il a dit que Marquez faisait du mal à ce sport, sachant que est-il besoin de préciser que je suis de très loin du côté du natif de Tavoulia, hein. Quoi, je te connais. Évidemment. Un truc qui dit qui est intéressant, c'est que au moment du contact, ce que Rossi dit avoir repéré, c'est que Marquez il anticipe le contact des motos et il sort le genou et tutti quanti. C'est-à-dire que c'est pas un contact carénage ou carénage botte, genre oups, c'est tiens prends ça. Bon, c'est ce que plaide Rossi, hein. Moi, je suis pas à leur place. C'est-à-dire qu'il fait autant de mal à ce sport que
comme Pedrosa avait fait du mal à Crutchlow, quoi. Donc tu vois ce que je veux dire, il y a des moments ça passe pas, quoi. Bon, à cause du contexte un peu chargé, notamment depuis 2015. Alors je te parle même pas, les gens se plaignaient que les gens sifflaient Marquez quand il apparaissait. Tu sais, quand il apparaît sur les grands écrans 4x3 sur les circuits, je sais pas si t'as remarqué ça dans les rediffs, dans les diffusions télé, même dans les FP. Quand t'as une image de Marquez au box, ça siffle dans les tribunes. Bon, alors là, ça va être... C'est pire que tout, là. Moi, ça me réjouit pas, honnêtement, mais il l'a pas volé. Donc, voilà. Alors toi, tu restes sur il l'a pas volé. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il il a fait exprès, Rossi, je veux dire, c'est du jaune fluo, c'est du bleu, il y a marqué 46. Quiconque attaque la stèle de Rossi, quand bien même il serait dans son bon droit, ce qui là n'est pas le cas, c'est qu'il va prendre un shitstorm de ouf. Là, il y a 2015, il va Rossi. De l'aveu même de Rossi, ce dernier roulait comme une patate et Marquez aurait très bien pu le doubler à la régulière. Donc il voit pas bien pourquoi il s'est fait harponner. Enfin, du moins, il pense savoir pourquoi. C'est l'argument de Rossi. Moi, j'aurais tendance à faire, tu sais, un peu comme quand t'as ton salaire puis t'as les charges. Hein, bon, tu fais x 0,8 quoi. Je prends la déclaration de Rossi, je multiplie par 0,8. Voilà, bon, ça me suffit déjà. Quoi. Puis bon, c'est le soir même aussi. Enfin, il y a un moment, ça reste des humains. Parce que t'en penses... Au global, je suis côté Rossi, mais en mettant un tantinet de pondération. Ouais, je pense que t'as bien résumé en disant que c'était un lose-lose pendant la course, quoi. Enfin, quand t'as parlé du résumé de course. Ah bah ouais. Niveau point, c'est 0 parce que voilà, 0. Enfin, moi, pour te donner effectivement ce que j'avais pris comme note donc sur Rossi, bon, il a allé expliquer les choses à la direction de course, hein, pour se plaindre, etc., etc. Devant la presse, après, il a eu des mots très durs, à mon avis trop durs, parce que je pense pas que Marquez détruise le MotoGP. Je pense pas non plus. Donc moi je pense que là il va un petit peu trop loin dans ses propos. Par contre il a eu des mots très justes et une bonne nuance. Et quand il dit "He don't play aggressive, he plays dirty", c'est vrai. Je pense que comme tu dis, il y a un peu de vrai dans ce qu'il dit. Bah on pourra donc effectivement, on pourra dire dans ce cas-là que Zarco play agressif. C'est un petit peu la nuance de la chose. Alors après, là où je trouve qu'il va trop loin, c'est quand il dit qu'il se sent pas protégé par la direction de course. Ça, je trouve que c'est très dur. Et je pense que quand tu ne te sens pas protégé par une direction de course, tu ne re-signes pas pour 2 ans. Alors, c'est un point de vue qui est très dur, mais je pense que si tu montes sur une bécane le dimanche et que tu ne te sens pas en sécurité et que tu dis « moi, je monte pas sur une moto parce que monsieur machin est sur la grille avec moi », tu re-signes pas pour 2 ans. Mais alors, ça m'a fait poser la question, quand tout le monde parle de la direction de course, est-ce qu'elle suit le Continental Circus ou est-ce qu'elle est circuit par circuit? Non, Mike Webb, il est là sur tous les circuits. Hein. Donc le directeur de course, il est sur tous les circuits. Après, il y a des marshals qui sont les exécutants en bord de piste. Oui, il y a les marshals locaux. Il y a une structure, la direction de course qui suit. Elle suit la caravane. Donc moi, j'ai trouvé que le point de vue de Rossi était trop dur. Après, le débrief de Marquez, c'était bien parce que c'était dans la foulée. Donc voilà. Donc lui, il invoque les conditions de piste et le fait qu'il a perdu l'avant avant le contact avec Rossi. Donc là, je pense qu'il se fout de notre gueule, clairement, parce que quand tu revois... il passe son temps à perdre l'avant. Alors voilà, c'est ça. C'est quand tu revois le ralenti un petit peu du contact avant Rossi, tu le vois pas du tout glisser de l'avant, et quand tu vois ce qu'il est capable de rattraper, mettre la moto à 80 degrés et la rattraper comme ça, je pense que là, c'était finger in the nose qu'il la faisait. Il l'a rattrapé d'une main. Donc voilà, quand il dit « ouais, je me suis fait piéger, j'ai perdu l'avant et manque de bol, Rossi était là, pas de bol », je trouve qu'il abuse un peu. Après, c'est à chacun de se faire son avis. Après, ce qu'il a fait à Espargaro, je trouve ça complètement dégueulasse. Je trouve que dès ce moment-là, j'ai trouvé que là c'était un petit peu trop loin parce qu'il n'y a pas la place de passer et clairement il le décapsule de la trajectoire sèche et donc ça c'est clairement dégueulasse. C'est là où je rejoins aussi en disant qu'il play dirty. Et après donc pour je dirais pas enfoncer le clou mais pour mettre on va dire la cerise sur le gâteau,
tu te rends compte que il n'avait pas besoin de ça pour faire un bon résultat sur cette course. C'est-à-dire que même avec son erreur technique, dont il n'est pas, le fait, ce qui se passe sur la grille, après, il a expliqué que sur la grille, le commissaire lui a dit je sais pas si tu repars des stands ou tu vas te replacer. Lui, il va se replacer. Après, si le commissaire lui avait dit tu vas dans les stands et tu pars des stands, il l'aurait fait, je pense. On peut penser que de ce point de vue-là, puis de toute façon, c'est un souci technique, donc c'est facile de charger les gens après course, et voilà. Bon, bah là, il s'est passé ce qui s'est passé. Il aurait peut-être pas dû être réaiguillé sur son slot, mais réaiguillé dans les stands. Le fait est qu'il a fait un ride fou et qu'il a été entre guillemets puni pour ce point-là. Le fait est que quand même, il était largement au-dessus du panier sur ce Grand Prix et sur cette course. C'est-à-dire, pour dépasser Spargaro, il n'avait pas besoin de ça. Pour dépasser Rossi, il n'avait pas besoin de ça. Après, le problème technique du départ, ça lui coûte un ride-through. Donc forcément, ça le met en mauvaise position pour remonter. Mais quand tu vois que, même sans ça, il réussit à remonter 5, il serait peut-être remonté au contact avec le groupe de 4, je sais pas. Mais avec son problème technique, il pouvait faire 5 et il aurait dit ouais et tout, enfin ça aurait été une super course de sa part et tout le monde aurait dit c'est super ce qu'a réussi à faire Marquez, c'est beau. Il a eu un problème technique et puis il s'est passé ce qui s'est passé, mais il a réussi à remonter 5, il était largement au-dessus, il a sauvé son week-end. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il nique son week-end, et il rajoute du caca au caca. Donc c'est dommage. C'est dans ce cas-là où c'est du lose-lose. Après, voilà ce qui s'est passé. Et juste pour finir la cerise sur la cerise qui est sur le gâteau, Rossi n'a pas manqué de ressortir l'événement qu'on avait évoqué dans le dernier podcast sur le fait qu'à Marquez, en bout de ligne droite, quand il veut se faire Dovi et Zarco, il tape Zarco. Et tu sais, c'est là où il manque de se la mettre et il passe quand même et il arrive à prendre sa corde. Rossi fait un savant calcul à défendre Zarco, qui par ailleurs l'année dernière l'a critiqué pour son agressivité en disant pauvre petit Zarco, il s'est fait taper par Marquez en bout de ligne droite. Mais donc on n'a pas rêvé, la manip de Zarco, ça aurait pu cartonner trop gugus quand même à l'époque, parce que sur ces freinages là, à ces vitesses là, c'est chaud patate. Et on voit que Rossi ressemble donc aussi. on va clore cette petite aparté qui a été quand même assez large. Voilà. Mais surtout, on était d'accord avant le podcast pour clôturer sur le plus important. Ouais. C'est quand même ce bon cal. D'ailleurs, souviens-toi qu'il avait un peu trollé. Il nous avait fait une cale sur Zarco en disant que Zarco pourrait pas faire ce qu'il fait avec les Honda. Je crois que c'est ça qu'il a dit. Et moi, je m'étais dit, j'espère que Zarco va pas péter un plomb et essayer de lui faire des inters, des exters et des freinages juste pour le pourrir, pour se venger de la déclaration. Et puis finalement, au parc fermé, c'était accolade et tout. Donc, a priori, Zarco n'est pas très rancunier. Tout comme, à mon avis, il doit savoir que Crutchlow, c'est un peu le mec qui parle bourré en sortant du pub, quoi. Ce qui fait aussi son charme. Mais ce qui fait son charme aussi, c'est que là, a priori, il était à jeun et il a bien expliqué à la salle de presse, ou du moins exposant -1, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas dans la salle de presse, parce que si je ne m'abuse, la conférence de presse post-course, c'était quasiment... C'était clairsemé, Il y avait 3-4 mecs. Enfin, j'en sais rien si c'était 3-4, mais il y avait les places vides. Et il a ouvert, avant de répondre à la première question, il a dit tous ceux que je vois pas en conférence de presse, je leur répondrai plus pendant toute l'année, parce qu'ils préfèrent s'occuper des événements en marge que des gars un peu qui se sont dépouillés pour faire du spectacle. Donc moi ça m'a plu aussi. C'est l'inception du cal. Déjà je trouve que c'était important d'en parler, et puis surtout moi ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'il a dit ceux qui ont fait une belle course, ils sont devant vous, et surtout il a associé Miller au groupe, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien, parce qu'ils ont fait une super course à 4 devant dans des conditions qui étaient très compliquées.
parce que c'était très très piégeux et qu'il y avait vraiment de quoi se mettre au tas. Ils ont quand même tenté des beaux dépassements entre eux. Il y a eu quelques petites fautes qui sont inévitables sur une piste comme ce qu'ils avaient sous les roues. Ouais, mais ils sont restés sur leur roue. Et puis finalement, Crutchlow, c'est pas la manœuvre spectaculaire du week-end, mais pour un moment, il a bien fallu qu'il se décide à passer. Et il est passé, c'était ultra clean. Mais comme quoi c'est faisable. Carrément. Et c'est là que tu vois aussi qu'il a fait sa course en briscard. Il était un petit peu derrière en regardant ce qui allait se passer. Surtout en tentant pas trop le diable parce que c'était, comme on l'a dit, c'était hyper piégeux. Et quand il a senti l'opportunité d'y aller, parce que mine de rien, Rins et Zarco, c'est c'est que leur deuxième année. Donc ils sont pas habitués à être dans des groupes de tête et ils sont pas habitués surtout à être dans des conditions de piste comme ça sur des MotoGP. Et lui, il a peut-être un petit peu eu plus la chance de saisir l'opportunité et de la gagner. Et je trouve que c'est super chouette ce qu'ils ont réussi à faire à 4 devant. Et moi, le seul regret que j'ai, c'est que Miller n'ait pas pu profiter plus de sa décision de partir en slick. Mais c'est pareil, Miller, il a fait une course, il a fait un week-end super, une qualif au-dessus des nuages, et puis il a fait une course à l'image. Après, il fait une erreur qui lui coûte peut-être le podium, qui lui coûte peut-être la victoire, je sais pas. Mais pour moi, les 4 de devant, ça restera l'image du week-end, et ils ont offert une super belle course. Après, ce qui s'est passé derrière, je serais un peu de l'avis de Crutchlow de dire voilà, démerdez-vous avec. Non, mais c'est vrai quoi. Oui, mais c'est tout à fait. Mais Zarco, comme tu le disais, Zarco et Rins, c'est plus des rookies, mais c'est leur deuxième année, et ils ont eu l'intelligence de pas, même si la victoire avait un parfum de proximité, de pas faire la tentative de trop, quoi. Ouais, faut savoir rester cool. Bon, après, si tu veux, j'ai peut-être été un petit peu dur sur Rossi, mais je pense que voilà, si il est vraiment plus capable de rouler avec Marquez à côté, enfin, faut... Ouais, non, mais ce qu'il dit là, c'est des effets de manche, c'est un peu les sorties de tribunal, quoi. C'est, il veut marquer le coup médiatiquement, mais je pense pas qu'il pense qu'il est pas en sécurité. Je pense qu'il veut que, un peu comme quand il avait expliqué que Zarco roulait, que c'était plus la Moto 2, qu'il fallait se détendre, il fait des effets d'annonce parce qu'il sait le poids de sa parole. Ok. Bon, ouais. On va faire un petit point championnat sur les 3 catégories. Allez, Moto 3, Canet en tête avec 40 points, deuxième Martin avec 30 et troisième Bezzecchi avec 27. En Moto 2, Pasini en tête avec 38, Baldassari deuxième avec 33 et troisième Bagnaia avec 32 points. En MotoGP, Crutchlow en tête avec 38 points, Dovizioso deuxième avec 35 et Zarco troisième avec 28. Donc on en avait parlé très rapidement en début d'épisode. Donc en Superbike, ça courait en Thaïlande et Baz a terminé 11e et 12e donc durant les 2 courses. Il est 9e au général. En Supersport, on a donc eu Mayas en pole, Cluzel 2e, Di Meglio 20e sur la grille. En course, il y a eu un gros dernier tour où Krummenacher va s'imposer devant Mayas. Donc si vous n'avez pas vu les images, allez faire un petit tour. C'était assez joli à voir. C'était très combatif, on va dire. Ouais, c'était pas sale, hein. Enfin, j'ai vu la course. C'était costaud. Oui, bon, déjà ce qui peut aussi jouer, et c'est pour revenir un peu à ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, quand c'est sur le sec, il y a certaines manœuvres qui sont pas que ce soit autorisé, mais donc tu sais que ça va pas forcément se finir en catastrophe. Ça peut se tenter, quoi. Donc voilà, sur le sec, c'est pas le même délire. Et donc oui, on va avoir donc Krummenacher qui va s'imposer devant Mayas et Cluzel qui va chuter à 5 tours de l'arrivée, alors qu'il était aussi lui dans le groupe de tête. Et Di Meglio est 18e donc sur cette course. Alors pour conclure,
Étant donné que personne n'avait donné 1000 heures pour notre petit jeu pour les goodies, bah du coup on a fait un tirage au sort, hein. On a fait ça juste avant d'enregistrer, on vous a tweeté un petit peu les résultats. Donc c'est White Nicolas sur Twitter qui va recevoir des goodies. Donc bah, on va rester sur cette situation là, c'est-à-dire que bah, vous nous donnez le pilote que vous pensez faire la pole, et puis bah, si personne ne le donne, bah, on fera un tirage au sort global entre tous les participants, et puis voilà. Quelque chose à rajouter, monsieur Stéphane? Moi, j'appelle de mes voeux une victoire de Dovi aux US, histoire d'arrêter la série Marquez Cota, parce que le prochain Grand Prix c'est Cota, hein. Circuit of the Americas, donc il s'agirait que ça cesse. Hein. Donc un Italien, quel qu'il soit, pour le principe. Hein. Bon bah Rossi, de cœur, la raison pronostiquer Dovi, un petit peu Trucci, pourquoi pas. Hein. Bon Iannone, n'exagérons pas. Pas un Zarco. Mais putain, voilà quoi. non mais c'est Zarco. Ça sent le Poulidor jusqu'au Grand Prix de France. Parce que ce que je veux dire, je pense qu'il va se transformer en Super Saiyan au moment. Je ne sais pas. En fait, je le crois ou je le pense ou je le veux, ça se mélange dans ma tête. Mais à la limite, Zarco, si ça peut piquer des points à Marquez au championnat du monde, c'est pas mal. C'est le mec qui calcule, tu sais, avec son boulier et tout. Non. Évidemment que Zarco, j'ai envie qu'il gagne. Mais si je ne le cite pas en favori, tu sais, c'est un peu comme les mecs qui s'enlèvent de la pression. Du style, quand Rossi dit j'ai beaucoup d'espoir où je mets X euros sur tel Gugus, c'est pour lui mettre la pression. Ok, bon. On vous rappelle un petit peu les petites choses, hein. Donc sur Twitter vous pouvez nous retrouver, vous pouvez nous écouter évidemment sur iTunes, sur Podcast Addict si vous êtes plus sur Android, sur portable. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à nous envoyer aussi vos ressentis sur cette course, puisqu'elle était quand même assez sujette à discussion. Tout à fait. Et puis on fait un coucou au réseau Podcastéo, hein, qui est quasiment... Enfin, c'est pas non plus une pieuvre, mais il y a beaucoup de podcasts de valeur. Hein, donc, ceux qui veulent aller découvrir divers sujets, on les invite à aller voir ce que fédère Podcastéo en termes de podcast. C'est très sympa. Hein. Et puis bon, on vous dit à dans 15 jours, hein, donc pour le quota. Exactement, d'ici là, à mon avis, il va y avoir quelques putaclic. Ça a déjà commencé. J'imagine. Non, mais aujourd'hui, j'étais malencontreusement loin des ordis. Reconnecte vite, puisqu'il y a des très belles photos avec Miller tout seul, la meute derrière. Bah moi, ma photo préférée, c'est celle que MotoGP Addict a postée avec Marquez en autotamponneuse Photoshop. Ouais, alors il faut que tu vois aussi le tweet de Romain Revolt Racing, hein, qui a tweeté la super photo de Marquez qui va se replacer en grille, donc forcément en sens inverse de tous ceux qui sont alignés pour le départ, avec le petit bison fouetté du 8 avril. Ouais, c'était... J'ai trouvé que là... Retour, ouais. Bon, sur ce, on vous laisse. Hein salut à tous.